Alors Fabrice, on est devant un mur de toile de Christian Lindau, dans cette exposition que nous avons organisée de concert. Toi, dans ce projet qui était pour la Kunsthalle de Berne et nous pour le consortium. Alors on n'a pas le même âge, et puis surtout on n'a pas la même relation avec cette œuvre, parce que moi je la connais depuis les années 80. Toi tu l'as découvert plus récemment. Oui, c'est des tableaux que j'ai vus très jeune à Berne, au début des années 90. Et ensuite, je me suis intéressé à ce travail à travers des discussions avec Johannes Garnang, qui était donc un ancien directeur de la Kunsthalle de Berne et qui a fait partie de l'équipe qui a mis en place l'exposition posthume au Frac Bourgogne en 92. Exposition dont j'étais effectivement partie prenante, puisque Christian est donc décédé à l'âge de 45 ans en 1990. Moi, j'ai rencontré Christian dès le début des années 80 à travers un autre directeur de la Kunsthalle de Berne, tout aussi prestigieux, Jean-Hubert Martin, ce qui montre bien que Christian, vivant à Berne mais étant allemand d'origine, avait quand même trouvé des soutiens dans la scène bernoise, mais restait quand même un artiste un peu, je dirais, marginal. Et moi, ce qui m'avait totalement fasciné, c'est qu'au moment où la peinture revenait dans les années 80, en particulier la peinture allemande, on avait un artiste d'origine allemande, mais qui produisait une peinture, je dirais, un petit peu différente. L'essentiel de cette différence, c'était peut-être aussi ce rapport à l'image, qui est un rapport un peu particulier. Oui, je pense qu'il y a deux points qui pour marquer une différence. Premièrement, il y a le rapport à l'image. On a un rapport qui est beaucoup plus froid. On a affaire à des images trouvées, même lorsqu'il s'agit de motifs qui lui sont proches, comme le visage de sa femme, ou le sien, ou celui de sa fille, ou des tableaux de ses propres sculptures. On a toujours un effet de distanciation très froid, très fantomatique, et on a clairement quelqu'un qui s'intéresse non seulement à la peinture, à ses limites, mais également à la question de la représentation, et qui, quelque part, poursuit cette longue transformation initiée par le pop du motif à l'image. Et deuxièmement, on a aussi, je pense, dans la peinture même, quelque chose qui le différencie de plusieurs générations de peintres à tendance expressionniste allemands, qui est le fait que la manière dont il construit le tableau, et là on parle de choses très matérielles, la touche, la matière même de la peinture est étalée sur la toile en pleine pâte, on a une pratique qui est dénuée de tout effet lyrique, qui est quand même l'apanage d'une grande partie de la peinture à tendance néo-expressionniste en Allemagne, des années 60 avec Baselitz, jusqu'à des gens de sa génération, que ça soit le versant outré, bohème, sexualisé des peintres berlinois comme Salomé et Castelli, ou que ça soit au contraire une pratique plutôt punk, ironique, cynique, parfois régressive, comme Walter Dann ou Albert Holen. Dans tous les cas, on a vraiment on a affaire à de l'opéra. Et ici, on a quelque chose d'infiniment plus contenu, d'infiniment plus sec, en fait. Je dirais presque dramatique parfois. Il y a une dramaturgie dans les tableaux de Christian, parce qu'il y a des antagonismes, ou il y a des contradictions. Il y a chez lui à la fois cette liberté de geste comme ça, mais il y a aussi cette matérialité très physique de la peinture qui tient aussi au support. Alors bien sûr, c'est un peintre, je dirais, qui n'avait pas beaucoup de succès à l'époque et qui avait peu de moyens. C'est un peintre désargenté et ça se sent dans la fragilité de certains supports, mais il y a quand même une volonté chez lui à chaque fois de laisser la matérialité de la toile apparaître. Ce qui d'ailleurs le fait résonner, c'est un petit peu pourquoi l'exposition était pour moi un projet important aujourd'hui, avec des peintres d'aujourd'hui, mais des peintres d'aujourd'hui que je citerai plus peut-être du côté de l'abstraction. Il se trouve qu'on a fait une exposition de Joe Bradley il n'y a pas tellement longtemps, qu'on a monté des tableaux de Frédéric Warsleff, qui est un peintre norvégien, contemporain vraiment, et je trouve qu'on pourrait placer les tableaux de Christian Lindau à côté de ses œuvres, et immédiatement on verrait les rapprochements qui sont possibles. Moi, que j'aime beaucoup chez Christian Lindau, mais depuis le début, c'est qu'il n'y a pas d'évidence.
Pour moi, c'est une peinture qui n'est pas évidente. Je ne peux pas la classer immédiatement. Elle continue à être pour moi une sorte de point sur lequel je bute, mais en même temps, j'y prends plaisir à cette espèce de confrontation. Et les tableaux les plus décoratifs, comme par exemple les prunes, là, sont des tableaux qui semblent plus faciles, mais qui ont aussi leur part je dirais, de mystère. Et j'aimerais peut-être on parle un peu de comment tu ressens cette dimension-là. D'abord, je dirais que les premières... Je vais peut-être faire un petit historique de ma relation à ces tableaux. La première chose qui m'a marqué dans ces tableaux, c'est qu'il me semblait contenir un paradoxe assez particulier, dans la mesure où, de manière un peu peut-être simpliste et caricaturale, lorsqu'on a mon âge et qu'on regarde rétrospectivement vers la fin des années 70 et le début des années 80, on a l'impression qu'il y avait de vraies querelles esthétiques. Quand on relit la presse de l'époque, quand on lit les entretiens des artistes, il y avait des partis à prendre. Et une des querelles esthétiques importantes se situe entre des défenseurs. Alors, c'est peut-être pas des querelles véritablement des artistes, mais plutôt des critiques et des commentateurs. D'un côté, il y avait les défenseurs d'une pratique néo-expressionniste qui remettait en avant une subjectivité, un métier, un savoir-faire. Qui était assez réactif par rapport à la domination du minimalisme et peut-être de l'art conceptuel. Exactement. Et de l'autre côté, on avait des personnes qui défendaient la suite de ce minimalisme et de l'art conceptuel, et plus précisément des artistes qui travaillaient à partir des médias et dont l'œuvre parlait de la médiatisation du monde, de notre pensée, de notre imaginaire. Il y avait des peintres parmi eux, mais il y avait surtout des photographes et des artistes post-conceptuels, comme par exemple Hans-Peter Feldman, qui, à mon avis, a des liens avec la peinture de Lindo. Et Lindo, tout d'un coup, je découvre un peintre dont la peinture est complètement incarnée, complètement physique, expressive. Là, pour le coup, on n'a rien à dire, mais qui en même temps a un rapport non seulement à l'image, mais au tableau, qui, lui, semble plutôt venir d'un champ ou d'une famille d'artistes conceptuels. Déjà, il choisit des images qui sont entièrement neutres, sans qualité, ou en tout cas, lui les voyait comme étant sans qualité, et même lorsqu'il s'empare d'images qui devraient avoir une qualité affective, etc., il les traite comme des images trouvées. Et donc, j'avais l'impression d'être face à une position médiane, mais très inconfortable, et qui crée dans mon regard une sensation de très grande tension. Et puis, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces querelles esthétiques, aujourd'hui, ne veulent plus rien dire, ou veulent dire de moins en moins de choses. Exactement. Déjà, le statut des images a énormément changé depuis les années 70. Elles sont devenues infiniment plus légères, sans consistance, et elles circulent de manière extrêmement différente. Une chose aussi simple que de prendre quelque chose, de s'en emparer, de s'approprier une image trouvée, c'est quelque chose que tout un chacun fait tous les jours avec 2 clics d'ordinateur. Et puis aussi, notre rapport à l'objet qu'est le tableau, est naturellement énormément transformé. Et toute cette peinture, soi-disant plus spontanée, nous apparaît aujourd'hui comme étant des objets excessivement construits, fabriqués, réfléchis et artificiels. Et donc, qu'est-ce qui reste une fois que toutes ces querelles disparaissent? Et je pense que ce qui est intéressant, on en a beaucoup discuté pendant le montage de l'exposition, c'est la différence fondamentale entre la manière dont les œuvres sont présentées ici et la manière dont vous les avez présentées en 84. Lindo travaillait beaucoup avec ce qu'on peut... C'est plus que des séries, c'est qu'il clonait ses propres tableaux. Il y a dans l'exposition, on a laissé ça à 2 ou 3 endroits. Un premier tableau qui est fait d'après une image, et ensuite une suite de tableaux quasi identiques. Donc ce n'est pas une répétition photographique, mais les gestes sont les mêmes, les couleurs sont les mêmes,
d'autres toiles faites à partir de ce premier tableau. Et là, très clairement, on est dans des questions de série, de répétition, d'images. Cela met en avant le côté extrêmement fabriqué de ces objets. Et puis, on s'est rendu compte, enfin, dans nos discussions, que peut-être cette dimension un peu didactique du travail, aujourd'hui, a moins de sens. Et j'ai commencé à réfléchir, oui, mais si on enlève ça, qu'est-ce qui reste? Et en fait, il reste justement quelque chose de cette tension. Donc je pense que si on revient à ta question, le tableau de Prune, qui est peut-être un peu plus décoratif de par ses couleurs, de par sa taille, on est quand même devant une image, un objet qui ne se résout pas complètement. On est devant une image, mais on n'est pas véritablement une image, c'est un motif. On est dans quelque chose qui semble composé et balancé, mais en fait, de par la facture et de par la pâte, on est dans un espace qui est complètement désorganisé. On a ce côté de loin décoratif, agréable, et si on se rapproche, c'est vraiment plus on reste devant le tableau, plus il disparaît. Pardon ? Plus on reste devant le tableau, plus ce côté décoratif disparaît. Et plus on est dans un jeu de tension interne qui en fait n'ont plus besoin de cette opposition discursive qui mettrait d'un côté un travail sur l'image de la représentation, de l'autre un travail sur le tableau. On a ici un rassemblement de toutes ces choses et qui ne sont jamais à l'aise ensemble et qui néanmoins occupent le même espace. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est aussi peut-être la manière dont on va réaliser ce mur dans l'accrochage. Puisque n'ayant pas le parti pris de 83 d'insister sur cet effet de série, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à l'étage supérieur une exposition de Brian Calvin qui dit « c'est tellement compliqué d'arriver à produire un tableau, à la fois en termes iconographiques, en termes de facture, que j'ai pas envie à chaque fois de refaire le voyage, et parfois j'ai envie de reproduire effectivement ce tableau, de le reprendre, de lui donner ce que tu appelles un clone, ou un deuxième épisode. Et déjà chez Lindo, il y a cette dimension-là. Mais ça, on n'a pas voulu vraiment le mettre en scène, on a plutôt travaillé sur la singularité. Et ce mur est le produit d'un accrochage un peu paradoxal. C'est finalement peut-être le rassemblement d'une singularité encore plus forte de chacun de ces tableaux, et dont on s'aperçoit qu'en les mettant côte à côte, c'était un peu ce qui restait, on avait disposé le reste, et puis à un moment donné, on s'est dit, ces tableaux, en fait, on n'arrive pas vraiment à les placer, c'est peut-être ici qu'il faut les mettre. Et on a tenté cette espèce de retournement de l'accrochage, et qui nous a semblé comme évident. Et bien sûr, il y a les deux façades qui sont placées, mais il y a une diversité de sujets, il y a une diversité de supports, une diversité de formats, mais qui crée quand même une sorte de population avec ses singularités, et cette population, c'est tout bêtement une sorte de communauté. Il y a une communauté de peinture dans les tableaux de Christian Lindo qui, moi, me touche profondément. Et il y a un vrai plaisir de cette peinture. Je crois qu'il ne faut pas du tout le dénier. C'est sûrement pas un peintre conceptuel, mais c'est un peintre, effectivement, non plus, qui ne se laisse pas piéger par un certain nombre de facilités de la peinture. Et puis, une chose que je n'avais pas remarqué avant que nous fassions l'exposition, et avant que je sois confronté à toutes les toiles au mur, que je suspectais, mais là qui se révèle être réel, c'est à quel point il y a quelque chose d'austère, presque de triste, d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais de dramaturgie. Il y a une dramaturgie dans chacun de ces tableaux. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que beaucoup de ces tableaux, enfin un certain nombre de ces tableaux n'ont jamais été montrés, puisque nous avons eu accès, après son décès, donc les choses ne sont plus sorties depuis les années, on va dire, début des années 90, et nous avons eu accès effectivement à ce stock, à cet ensemble. On a pu effectivement choisir ensemble, pendant 2 journées, les tableaux qui nous paraissaient être des tableaux vraiment représentatifs, mais avec le souci de ne pas remontrer des tableaux qui avaient déjà été montrés. Et on a découvert des choses que moi je ne connaissais pas. La série des oranges, par exemple, je ne la connaissais pas. Les grands tableaux, les grands portraits étaient roulés, on les a installés sur des châssis. Ils n'avaient jamais été montrés. Donc il y a aussi une fraîcheur. Il y a une fraîcheur de cette peinture existante, mais il y a aussi une fraîcheur du choix qu'on a pu opérer, et qui évidemment aussi est un choix d'actualité et qui reflète nos préoccupations actuelles, le contexte tel que nous le percevons.
Il y a un côté un peu inédit de cette exposition. C'est un artiste, je dirais, qui a quasiment disparu, et tout d'un coup, que nous replaçons dans une scène qui n'est pas la scène d'origine dans laquelle il a évolué, mais qui, à mon avis, devrait faire écho aux intérêts de cette peinture. Oui, c'est intéressant de penser que lorsqu'il se met vraiment à peindre à la fin des années 70, au début des années 80, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tout d'un coup une vague de pratiques figuratives qui, en tout cas, déjà par le marché, est un rouleau compresseur qui aplatit tout et qui arrive à conquérir en un espace très court la quasi-totalité du territoire artistique. Tous les musées vont finir par se mettre à montrer cette peinture. Et on est aujourd'hui, toute proportion gardée, après quelques années où tous les musées, toutes les institutions, toutes les grosses galeries montraient de la peinture abstraite, montraient beaucoup de peinture déjà, ce qui n'avait pas été tellement le cas avant cela. Ils se sont mis à montrer énormément de peinture abstraite. Depuis maintenant, disons, 3-4 ans, on a affaire à une déferlante de pratiques figuratives, picturales. Et donc c'est intéressant, c'est très difficile de ne pas avoir cela en tête lorsqu'on est là ici présent. On est les premiers spectateurs et les premiers curieux de savoir effectivement quelle va être la réception d'un travail comme celui-ci. Et puis effectivement, toi comme moi, on est très sensible je dirais à la fois au devenir de cette œuvre, à la personnalité de Christian Lindau, dont je ne connaissais pas l'autoportrait. Quand je l'ai découvert dans l'atelier, dans le stock, j'ai été particulièrement ému. Donc il y a une dimension aussi humaine forte dans cette exposition, et j'espère que elle se sent dans l'accrochage qu'on a fait.